par une nuit étoilée de la Saint-Valentin sur les collines de Hollywood à Los Angeles, Amy Hardwick est retrouvée étendue sur le sol de sa terrasse. Sous son balcon, elle est grièvement blessée. Elle sera transportée à l'hôpital et décédera quelques heures après. Amy Hardwick, 38 ans, était une très belle femme. Elle était pétillante et profondément intelligente. Sur les conseils de ses amis et de sa famille, la police arrêtera quelques heures après Garrett Pershouse. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Aujourd'hui, on traite l'histoire tragique de Amy Hardwick. Et dans cette affaire, l'accusé, Garrett Pershouse, fait preuve d'une extrême lâcheté. Il dit qu'il n'y est pour rien, il ne veut pas prendre la responsabilité. Il se dit donc innocent. Sa stratégie de défense, la dépression majeure, invalidante, qui l'empêchait de fonctionner correctement. Et j'espère que vous allez me donner votre avis sur cette stratégie de défense. Sinon, n'oubliez pas que cette vidéo a pour but de discuter, de s'informer et de comprendre les faits. Et si vous likez ou vous vous abonnez, cela me fera extrêmement plaisir. L'État de Californie contre Garrett Pershouse. Le 14 février 2020, c'est une très belle journée à Los Angeles. Amy, qui est célibataire, a prévu de passer la soirée avec deux de ses meilleures amies. Mais en première partie, elles vont voir un show burlesque. Elles ont été invitées par Madame Torch elle-même. Vers 19 h, elle quitte sa belle demeure pour retrouver ses amis dans le downtown de Los Angeles. Elle laisse seul son colocataire, Michael Herman, qui a décidé, lui, de se coucher tôt. Amy a acheté cette belle maison de 3 étages il y a quelques années. C'est dans un quartier paisible et sécuritaire. Michael Herman vit au premier étage de cette belle demeure ancienne. Au deuxième étage, il y a un salon et une cuisine. Ce sont les pièces à vivre. Amy a ses quartiers au 3e étage. Quand on gravit les escaliers intérieurs, on tombe sur un petit couloir. À droite, il y a la pièce bleue, une sorte de petit salon lounge. À gauche, il y a sa grande chambre avec une porte-fenêtre à la française qui donne sur un balcon offrant une vue sur les hauteurs de Hollywood. Amy est très heureuse dans cette maison, mais surtout, elle est très heureuse de ce qu'elle a fait de sa vie. À 38 ans, Amy est docteur en psychologie. Elle est spécialisée dans les relations de couple et la sexualité. Amy, pour l'occasion, s'est habillée d'une belle robe saumon, de sa veste en cuir et d'un collier de style chapelet. La soirée se passe extrêmement bien. Amy adore les spectacles burlesques. Ensuite, les 3 amies partent dans un bar, le Nomade, un bar extrêmement branché du downtown de Los Angeles. Là, elles vont faire la fête, s'amuser, rigoler, se prendre en photo. Mais il faut savoir que Amy ne buvait pas et ne prenait pas de drogue. Mais elle adorait faire la fête. Un peu après minuit, Amy décide qu'il est temps pour elle de rentrer. Elle fait les 20 minutes de route qui la séparent de sa maison et quand elle se retrouve dans son impasse, elle se gare dans l'allée de son garage. À minuit 45, elle coupe le moteur et commence à texter ses amis. Elle textera notamment Robert Kochland. Lui, c'est son meilleur ami depuis toujours. Ils ont prévu de partir en vacances tous les deux à Londres. Elle lui posera des questions sur les restaurants qu'il aimerait faire. À 1h02 du matin, elle texte une de ses amies de la soirée pour qu'elle lui envoie les photos qu'elles ont prises toutes les 3 ensemble. Ce sera le dernier texto de Amy. 8 minutes après, elle sera allongée sur la terrasse, sous son balcon, grièvement blessée. Amy sort de sa voiture, entre chez elle et fait tout doucement. Elle sait que son colocataire dort au premier étage. Elle gravit les escaliers doucement. Quand elle arrive dans ses appartements, elle rentre dans le couloir. Et là, un homme se jette sur elle, l'agresse. Amy se débat et se met à hurler, très fort. Michael Herman, son colocataire, se réveille. Le temps d'émerger, il se met à crier « Hey, lâche-la, lâche-la !»« Amy! Hey, laisse-la, laisse-la !» Et puis il se met à chercher son téléphone. Il veut appeler les secours. Et il cherche jusqu'à ce qu'à un moment donné, il entende un corps tomber au sol. Là, Michael est affolé. Il ne trouve pas son téléphone et décide d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, chez ses voisins. Il sort de sa chambre et s'arrête devant les escaliers. Il se met à crier « Hey, motherfucker !» puis part vers le jardin. Là, il se rend compte qu'il n'a pas pris ses clés. Il ne peut pas sortir.
Les portails sont fermés et il a une clôture très haute. C'est pas grave, il enjambe la clôture et se blesse au niveau du ventre. Il se retrouve donc dans la rue, part chez les voisins d'à côté et commence à frapper à la porte. Il est filmé par une caméra de surveillance. Il est 1h11. Mais personne ne va répondre. Il n'y a personne dans cette maison. Quand il voit qu'il n'a pas de réponse, il décide donc de traverser la rue et d'aller chez les voisins d'en face. Là, il commence à frapper, mais personne ne répond non plus. Il part en courant dans la rue en criant. Il remarque quelqu'un et lui demande s'il peut utiliser son téléphone. À 1h14, il appelle enfin les secours. En l'espace de 2 minutes, des policiers vont arriver. Ils étaient en patrouille pas loin. Mais là, ils ne comprennent pas la situation. Il y a un homme dans la rue qui est complètement agité. Il y a du sang sur le t-shirt. Et cet homme leur dit qu'à l'intérieur de la maison, il y a une femme qui se fait agresser. Il dit qu'il habite dans cette maison, mais il n'a pas les clés. Et les portails sont fermés. Au bout de 2 minutes de discussion, les policiers décident de rentrer en enjambant la clôture. Ils investissent alors les lieux et montent au 3e étage sur la recommandation de Michael. Là, ils se rendent compte qu'il y a des signes évidents de lutte. Tout est sans dessus-dessous, il y a du sang sur la porte à la française, il y a un collier qui est brisé et sur la terrasse, il y a une seringue remplie d'un liquide marron. Et puis un autre policier les appelle. Il vient de trouver Amy. Elle est à plat ventre sur le sol. Il va la retourner pour l'aider à respirer, mais elle convulse. Il se rend compte qu'elle a des marques autour du cou et qu'elle saigne aussi. Elle saigne de la tête. D'un coup, il entend une alerte sur le téléphone de Amy. C'est sa copine qui venait de lui envoyer toutes les photos. Amy sera transportée au Cedar Hospital de Los Angeles où elle décédera à 3h36. À ce moment-là commence l'enquête pour déterminer ce qui s'est passé. C'est Mark Matterson qui sera en charge de cette enquête. Et c'est sa dernière enquête. Il doit partir à la retraite après. Alors il va se plonger dans la vie de Amy Hardwick qui lui rappelle ses vampes hollywoodiennes. Amy est née en 1981. Elle a été adoptée très jeune. Elle a grandi dans un village de Pennsylvanie, à Lansdale. Très tôt, son but était de partir de la campagne pour voir ce que la ville avait à lui offrir. Tout le monde dira que Amy était dotée d'une grande intelligence et une ambition démesurée. Elle souhaitait être reconnue pour ses actions. À 19 ans, elle s'installe toute seule à Los Angeles. Elle a été prise à l'université de Los Angeles pour étudier la psychologie. Mais n'étant pas issue d'une famille riche, elle devra travailler pour payer ses études et vivre à Los Angeles. Elle fera des petits boulots de toutes sortes, comme modèle, barmaid, go-go dancer et aussi cracheur de feu. Amy aimait beaucoup le monde du spectacle, du cirque et du burlesque. Petit à petit, elle se fait des amis parmi des célébrités. Elle sortira un temps avec Marilyn Manson et aussi avec Dave Navarro, le chanteur des Red Hot Chili Peppers. Amy a un physique de starlette et une personnalité magnétique. Elle a énormément d'amis et de monde qui gravite autour d'elle. Après son master, elle continuera et fait un doctorat en psychologie et sexualité. En même temps, en 2010, elle rencontre Garrett Pershouse. Ses meilleurs amis, dont Robert Kochland, diront que Garrett ne ressemblait pas du tout au style des petites amies de Amy. C'était un ingénieur en informatique qui rêvait d'être photographe. Il essayait aussi de percer dans la comédie en faisant des stand-up plus ou moins réussis. Garrett est un bel homme de 1m94 qui fait très attention à son physique, 115 kg de muscles. Garrett a de quoi faire chavirer les cœurs. Mais les amis de Amy disaient qu'il était un petit peu léger et surtout très bizarre. Pour eux, Garrett essayait d'être excentrique et spontané, mais en fait, il mettait tout le monde mal à l'aise. Amy, quelque temps après s'être installée avec Garrett, dira à Robert qu'il était violent, qu'elle ne le connaissait pas comme ça. Pendant les 8 mois où ils vont vivre ensemble, elle prendra des baffes, il la jettera à terre et lui donnera des coups de pied. Il essaiera aussi de l'étrangler. Jusqu'au jour, en juin 2011, où il la jette de la voiture à coups de pied alors qu'il roule sur l'autoroute. Elle appellera le 911 et demandera une injonction d'éloignement contre lui. Elle déménage. En janvier 2012, Garrett arrive à se faire pardonner, mais ils ne sont qu'amis.
Quelques semaines après, il rentre par effraction chez Amy et casse tout. Elle demandera alors une autre mesure d'éloignement. Après ces événements et malgré le fait que Garrett continuera à la texter et à l'appeler, elle continue sa vie. En 2017, elle rencontre Drew Carey, qui est l'animateur du Juste Prix américain. Ils se fréquentent pendant plus de 1 an, jusqu'à ce qu'un jour, ils décident d'annoncer à la télé leur fiançailles. Mais ils ne se marieront jamais. Quelques semaines après, ils se séparent. Amy sera triste à en mourir. Mais là aussi, elle se relève et continue sa vie. En 2019, Amy finit ses études et devient donc docteur en psychologie, spécialisée dans la sexualité et les relations amoureuses. Elle ouvre son cabinet à West Hollywood. Elle demande 250 $ de l'heure. Mais à côté de ça, elle fait du bénévolat et suit des femmes qui font des films X. Amy pense que ces femmes-là ont eu des traumatismes extrêmement violents qui les ont conduits sur cette voie. Petit à petit, elle va se faire un nom dans la profession, elle sera invitée dans des podcasts, elle a sa propre chaîne YouTube et fait beaucoup de conférences. Elle prend même le temps d'écrire un livre qui va avoir beaucoup de succès. Amy est très impliquée sur la condition sexuelle des femmes, de toutes sortes et de tous horizons. Les amis de Amy diront qu'elle était fière du chemin qu'elle avait parcouru et qu'elle était très heureuse. Jusqu'au 17 janvier 2020. Comme Amy a beaucoup de clientes dans le monde des films à caractère sexuel, elle est invitée au XBiz Award. Elle se rend à cet événement avec Hernando Chavez, qui lui aussi est docteur en psychologie et sexualité. Alors qu'ils font la queue pour passer sur le tapis rouge avant le repas, elle remarque qu'il y a Garrett parmi les photographes. Et cette partie, c'est elle qui va vous le raconter. Parce que le soir, quand elle est rentrée chez elle, elle s'est écrit un email pour ne pas oublier et pour laisser une empreinte au cas où. Et ça commence ainsi. Ce soir-là, j'ai eu si peur. Alors qu'on attendait pour le tapis rouge, j'ai vu Garrett avec un appareil photo. Clairement, il travaillait. J'ai décidé de l'ignorer et de ne pas regarder dans sa direction. Je pensais que peut-être il ne me remarquerait pas. Garrett est arrivé derrière moi. Il a commencé à crier « Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là ?» Ses yeux sortaient de ses orbites. Il était tout affolé. Puis il a commencé à pleurer. Comme je ne voulais pas faire de scène ou faire peur à qui que ce soit, je lui ai proposé qu'on aille s'asseoir quelque part. On s'est assis. Il tremblait et pleurait. J'avais peur, mais je pensais que je pouvais neutraliser la situation. Mais il m'a raconté qu'il avait perdu son travail après qu'on ait rompu en 2011, parce qu'il ne pouvait plus travailler, qu'il était obsédé par moi. Il m'a récité tous les textos que je lui ai envoyés cette année-là, il y a 9 ans. Il lui dit aussi qu'il n'a pu rencontrer personne parce qu'il ne pense toujours qu'à elle. Au bout de 45 minutes, Hernando Chavez, qui les regardait de loin, vient la chercher. Elle le suivra. Mais Hernando dira qu'à partir de ce moment-là, la personne gaie et joyeuse qui était arrivée avec lui au XBiz Award avait disparu. Il n'y avait plus que des faux sourires. À la fin du repas, Garrett vient voir Amy. Il veut lui parler encore. Elle dira oui et partira s'asseoir avec lui sur un banc entouré de monde. Il continuera à lui parler, toujours aussi affolé. Au bout de 30 minutes, Hernando revient chercher Amy. Celle-ci se lèvera pour le suivre, mais Garrett lui demande s'il peut la serrer dans ses bras. Elle refusera poliment. Alors il lui demande s'il peut avoir son numéro de téléphone, qu'il a encore beaucoup de choses à lui dire. Mais elle lui dira qu'il ne faut pas. Ensuite, elle partira avec Hernando et lui demandera si c'est possible qu'ils aillent parler quelque part. À ce moment-là, Hernando verra que Garrett les suit. Ils partiront donc en voiture dans un bar où elle lui expliquera tous les événements qui se sont passés entre 2010 et 2012. Le lendemain, Garrett l'appellera. Elle répondra une fois. Il la textera aussi, mais elle ne répondra pas. Amy sentait qu'elle venait de déclencher une bombe. Elle parlera à tous ses amis de la peur qu'elle avait de Garrett. Elle dira que s'il lui arrive quelque chose, c'est lui. Elle appellera aussi ses parents pour dire que si elle venait à mourir soudainement, elle voulait un cercueil ouvert. Elle achètera un spray au poivre et prendra un rendez-vous pour installer des caméras de surveillance dans sa maison. Mais ce sera trop tard.
Quand les inspecteurs commencent l'enquête, il est 3 heures du matin. Ils se rendent compte que, alors que Amy partait le soir du 14 février à son show burlesque, Garrett lui quittait sa maison pour se rendre chez elle. À 8h52, la caméra incorporée dans la sonnette de la maison proche de celle de Amy enregistre un homme rentrant sur la propriété. C'est Garrett. Avec une casquette, il met la main devant la sonnette, ce qui permet au bout de quelques secondes d'arrêter et d'effacer la vidéo. Les inspecteurs pensent qu'après ça, il a juste sauté la clôture pour se rendre chez Amy, dans son jardin, qui était fermé par les portails. À 21h, soit 8 minutes après, Michael Herman se réveille par un bruit de vaisselle qui serait tombée à terre. Il pense que Amy vient de rentrer et qu'elle vient de faire tomber une assiette. Il se rendort. Alors que c'est Garrett qui vient de briser la porte vitrée du salon du premier étage pour pénétrer dans la maison. Garrett monte ensuite tout doucement au 3e étage et se cache. Il va attendre le retour de Amy, soit 4 heures. Selon le procureur, Amy, après avoir écrit son texto à son amie à 1h02 du matin, elle est rentrée et montée à ses appartements. Quand elle est arrivée dans le couloir, Garrett lui a sauté dessus. Dans la panique, elle s'est fait pipi dessus. Dans le couloir. C'est inscrit comme la preuve numéro 17. À ce moment-là, Michael Herman est réveillé par les cris déchirants de Amy et se met à chercher son téléphone. La lutte continue au 3e étage, ils sont maintenant dans le petit salon. Amy perd son blouson en cuir, signe qu'elle essayait d'échapper à l'emprise de Garrett. Et puis il se retrouve dans le couloir. À ce moment-là, Garrett essaye de l'étrangler, ce qui brisera le collier en perles, le collier de style chapelet qu'elle avait. Mais elle continue à lutter. Elle fuit, elle essaye de s'échapper, elle se retrouve maintenant dans sa chambre. Là, il continue à l'étrangler avec une violence telle qu'il lui brise l'os hyoïde. Amy tombe à terre. Michael Herman en bas entend ce bruit sourd et décide de partir chercher de l'aide. Mais même si Amy commence à être faible, elle continue à se débattre. Elle va le griffer et il y aura énormément d'ADN sous ses ongles. Ils vont tomber sur le lit, se projeter sur la porte française qu'il va ouvrir. Là, il se saisit de sa seringue déjà pré-remplie, parce que dans la seringue, c'est de la nicotine pure. Et c'est une dose létale. En plus, la nicotine, au bout de quelques minutes, disparaît dans le sang. Mais Amy, sans doute encore plus affolée, se débat de plus belle. Et il n'arrive pas à injecter le produit. La seringue tombe à terre. Et pour le procureur, à ce moment-là, il décide de la pousser du balcon. La lutte a duré en tout et pour tout 6 minutes. Parce qu'à 1h11 du matin, il est filmé en train de sauter du jardin de chez Amy, chez les voisins, et partir en courant. La version des avocats de Garrett est à peu près identique. Mais Amy, pour lui échapper, a sauté du balcon. Elle a essayé d'attraper les barreaux et de sauter, se disant peut-être que, à 6 mètres, elle arriverait à s'en sortir. Garrett, quand il est venu chez Amy, certes, il est rentré par effraction, certes, il a attendu 4 heures, mais c'était juste pour lui parler. Il voulait lui parler. Mais Amy s'est énervée. Et là, ils se sont battus. Et la seringue de nicotine, létale, c'était pour lui. Il voulait se suicider. Mais il n'a pas eu le temps ni le courage. Et oui, c'est ça la défense de Garrett. Elle a voulu sauter pour lui échapper. L'avocat de la défense ne parlera jamais des marques de strangulation qu'il y a autour du cou de Amy. Mais par contre, il insistera sur le fait que c'est Amy qui a agressé son client, qui voulait en fait juste lui parler. Il avait des choses à lui dire. Il avait vécu un traumatisme d'avoir été abandonné 9 ans plus tôt. Mais ce que Garrett et l'avocat de la défense ne pourront pas expliquer, c'est comment quelqu'un qui a une dépression majeure, une dépression invalidante, a pu, quelques heures après, appeler sa petite copine parce qu'il avait une petite amie et lui demander de passer la journée avec lui. Celle-ci remarquera qu'il avait des égratignures partout et même un début d'œil au beurre noir qui était en train de se former. Il dira qu'il s'est blessé en se rasant. À 4 heures de l'après-midi, la police frappera chez lui et le mettra en état d'arrestation. Garrett, alors qu'il est en prison, recevra la visite de ses amis.
Et tout ça, c'est filmé. Gareth n'est pas du tout dépressif à ce moment-là. Il n'a d'ailleurs même aucun remords. Et il planifiera tout ce qui va advenir de ses biens. Le procureur demandera où est la dépression invalidante? Où est la dépression majeure? Il n'était pas traité pour une dépression. Il n'avait vu personne et il ne prenait aucun médicament. À la fin du procès, le verdict sera rapide et simple. Gareth est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, c'est-à-dire prémédité, aggravé parce qu'il a attendu pendant 4 heures, caché. Il est accusé aussi d'être rentré par effraction. La sentence n'est pas encore rendue. Mais actuellement, il est en prison puis il n'est pas prêt d'en sortir. Et selon mon opinion, je pense que c'est une très bonne chose. Gareth, en plus de lui avoir pourri la vie, de l'avoir tué, il ne reconnaît même pas ses faits. Il a fallu un procès long et coûteux pour qu'il soit condamné. Gareth, lui, pensait qu'il pouvait s'en sortir. Cet homme n'a aucune pitié. Et quant à la stratégie de défense de Gareth qui semble absurde, eh bien c'est la seule chose que ses avocats ont trouvée. Parce que c'est pas évident de plaider pour un accusé, un coupable qui se prend pour une victime. Quant à Amy, elle n'a fait aucune erreur. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a essayé de vivre à travers l'angoisse que Gareth lui mettait sur les épaules tous les jours. Et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou même si vous l'avez aimée. Et j'attends d'avoir vos commentaires. Alors surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. Did she indicate to you whether she was scared of Gareth Pertzoff? Yes. What did she tell you in that regard? She said to me that if anything happens to me, it would be Garrett. That